Dans ce thème 3A, intitulé Procréation et sexualité humaine, voyons le chapitre 1 de la fécondation à la puberté. En France, on considère qu'un enfant sur 100 000 naît avec un sexe indifférencié. Dans ce cas, le médecin n'est pas capable de déterminer le sexe anatomique de l'enfant. Les parents ont alors la lourde charge de choisir le genre de leur enfant qui sera inscrit à l'état civil. Mais comment expliquer la présence des deux sexes? Dans ce chapitre, nous allons voir si la présence des sexes est liée aux chromosomes sexuels, si elle dépend d'un brassage génétique au moment de la méiose ou au moment de la fécondation, si elle est liée seulement au développement embryonnaire, quelles vont être les conséquences sur la puberté et quelles vont être les conséquences sur la vie de ces personnes avec un sexe neutre. Voyons dans un premier temps la mise en place du phénotype sexuel. Vous avez pour cela réalisé l'activité du même nom. À la naissance, la plupart des bébés possèdent un appareil génital différencié, fille ou garçon, qui deviendra fonctionnel à la puberté. À partir d'une origine commune, les appareils reproducteurs masculins et féminins vont progressivement se différencier pendant le développement embryonnaire. Le chromosome Y porte un gène appelé SRY, responsable de la différenciation des gonades en testicules. Nous pouvons donc dire, dans un bilan, que lors du développement embryonnaire, les gonades se différencient sous l'action de nombreux gènes. Cependant, la présence du gène SRY sur le chromosome Y entraînera une différenciation en testicules. Vous avez ici un schéma qui représente ce grand 1 qui indique les étapes pour obtenir un sexe différencié. Voyons maintenant dans un grand 2 l'apparition des caractères sexuels secondaires qui affirment l'identité sexuée. L'apparition des caractères sexuels secondaires permet d'affirmer l'identité sexuée. En effet, le développement des seins chez la fille ou l'apparition de la barbe, de la mue de la voix chez le garçon permettent de confirmer le genre déterminé à la naissance par la présence des organes reproducteurs. Dans cette activité documentaire du manuel scolaire, vous avez pu voir que l'appareil reproducteur masculin fonctionne en continu à partir de la puberté. En effet, la production continue de testostérone tout au long de la vie adulte correspond à la production continue des spermatozoïdes. La production de spermatozoïdes est donc sous le contrôle de la production de testostérone, qui est l'hormone sexuelle masculine. Dans les tubes séminifères des testicules, plusieurs types cellulaires aux fonctions différentes mais complémentaires permettent la production des spermatozoïdes. Dans ce tableau, on constate que les cellules de Leydig vont produire la testostérone qui agit sur les cellules de Sertoli, responsables de la production des spermatozoïdes. On remarque que d'autres hormones sont impliquées, la LH et la FSH, qui sont des neurohormones, c'est-à-dire produites par le cerveau. L'appareil reproducteur féminin fonctionne de manière cyclique à partir de la puberté. Un cycle dure en moyenne 28 jours. Il débute le premier jour des règles et il est ponctué par l'ovulation le 14e jour. Pendant la première phase, que l'on appelle la phase folliculaire, le follicule produit des hormones appelées œstrogènes. Celles-ci agissent sur l'utérus en permettant l'épaississement de la muqueuse utérine. Après l'ovulation, pendant la deuxième phase du cycle, le corps jaune libère une autre hormone appelée progestérone. Celle-ci agit au niveau de l'utérus. Tant que sa présence dans le sang est suffisamment importante, la muqueuse utérine reste épaisse et se vascularise. Mais si sa concentration sanguine diminue en dessous d'un certain seuil, alors la muqueuse se détache et apparaissent les règles.
Le cycle de l'ovaire et le cycle de l'utérus sont synchronisés chez la femme. Voici un schéma qui récapitule ce dont on vient de parler. Dans cette activité, la mise en fonctionnement des appareils reproducteurs, vous avez donc vu le rôle des hormones. L'augmentation du taux d'hormones sexuelles dans le sang permet la mise en place des caractères sexuels secondaires. En effet, les hormones, en circulant dans le sang, vont atteindre plusieurs organes cibles et entraîner des changements morphologiques, mais aussi physiologiques. Nous avons vu que la production des hormones sexuelles dépend de la libération de LH et FSH dans le sang, par les deux glandes cérébrales du cerveau que l'on appelle l'hypothalamus et l'hypophyse. On peut donc en déduire que la puberté et la mise en place des caractères sexuels secondaires dépendent de l'hormone produite par le cerveau. Vous voyez sur ce schéma ce dont on vient de parler avec l'hypothalamus et l'hypophyse et le rétrocontrôle au niveau des testicules. Même chose pour le rétrocontrôle au niveau des ovaires et de l'utérus. Voyons maintenant dans ce grand 3 le rôle et l'action des hormones dans la reproduction humaine. La connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles endogènes contrôlant les fonctions de reproduction humaine a permis progressivement la mise au point de molécules de synthèse, dites exogènes, dans le but de maîtriser sa reproduction. Chez la femme, les œstrogènes sont produites par le follicule et leur quantité augmente dans le sang pendant la phase folliculaire. Vers le 14e jour, un pic d'œstrogène déclenche un pic de LH et est à l'origine de l'ovulation. Puis, le corps jaune va libérer une autre hormone, la progestérone, qui va exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire en empêchant la libération de LH et de FSH. On peut alors contrôler la concentration sanguine en progestérone pour contrôler la production de LH et FSH et ainsi empêcher l'ovulation. La synthèse des molécules exogènes, semblables à l'hormone endogène, permet cela. C'est le principe des pilules contraceptives. Il en existe différents types, des combinées œstroprogestatives ou des microdosées progestatives. Elles se présentent le plus souvent sous forme de plaquettes de 21 comprimés. Le premier jour des règles, qui correspond donc au premier jour du cycle, la femme doit prendre son premier comprimé. Si le premier jour des règles tombe un jeudi, alors elle prend le comprimé intitulé jeudi. Pour garantir une contraception efficace, la femme doit prendre un comprimé chaque jour, à la même heure. La régularité de la prise est très importante. Elle maintient la dose d'hormones. En effet, on observe sur ce graphique qu'en prenant une pilule combinée œstroprogestative de synthèse, cela diminue la concentration sanguine de LH et FSH grâce au maintien d'une faible concentration d'œstrogène associée à une quasiment nulle concentration de progestérone. Il n'y a plus assez d'hormones présentes dans le sang pour déclencher l'ovulation. Donc voici la progestérone naturelle et vous voyez l'hormone de synthèse, donc produite de manière synthétique, qui ressemble beaucoup à l'hormone naturelle. Leur configuration spatiale de l'hormone de synthèse va lui permettre de se fixer sur le même récepteur que l'hormone naturelle. Elle peut ainsi leurrer l'organisme, soit en jouant le rôle de l'hormone, soit en l'empêchant de jouer son rôle. On peut donc dire que les molécules de synthèse sont utilisées dans les pilules contraceptives pour éviter une grossesse non désirée en bloquant l'ovulation
et ou en empêchant le développement de la muqueuse utérine, donc en empêchant le développement de l'embryon. Elles sont également utilisées dans des médicaments contragestifs comme la RU486, c'est-à-dire la pilule du lendemain, qui empêche le développement de l'embryon. Mais attention, cette pilule du lendemain n'est pas un moyen de contraception. Elle doit être prise en cas d'urgence, s'il y a eu des rapports sexuels non protégés à proximité de la date d'ovulation. Vous devez toujours parler à un adulte responsable, un parent, un prof, l'infirmière scolaire, un AED ou un autre adulte de référence avant de prendre ce genre de médicament.